Monsieur Mamadou Abdoulaye Dème, bonjour. Vous êtes l'un des Sénégalais les plus anciennement établis en France et vous avez eu cette année à participer à l'élection des députés de la diaspora en tant que membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette collaboration avec le Benno Bokk Yakaar? Merci, Monsieur Touré, de votre invitation et à travers vous, je salue vos collègues, votre équipe et l'ensemble de nos compatriotes. Vous avez raison, je suis allé en France en 1974. En 1974, j'avais 17 ans. Comme beaucoup de jeunes Sénégalais, partis pour aider mes parents. Donc j'ai commencé à travailler dans une entreprise industrielle, donc j'ai eu mon parcours professionnel. Je me suis très vite engagé sur le plan syndical, associatif et l'engagement citoyen, ce qu'on appelle politique. J'appartiens depuis 1976 à ce qu'on appelait le PAI authentique, qui était dans la clandestinité, devenu PIT en 81. J'ai vécu dans ce grand parti en termes d'engagement jusqu'en 97 avec beaucoup d'amis, dont le professeur Samba Diouldé Thiam. Et en 1997, il y a eu des débats internes qui ont conduit à des ruptures. Beaucoup d'entre nous sont partis. Alors, nous nous sommes retrouvés dans le mouvement de la gauche démocratique avec à sa tête Samba Diouldé Thiam et à la même période, notre compatriote Djibo Leyti Ka fondait le courant Renouveau parce que lui aussi, il quittait le Parti socialiste. Donc en France, ceux qui ont quitté le Parti socialiste avec Djibo Ka et ceux qui sont avec Samba Diouldé Thiam qui ont quitté le PIT, nous avons fait une jonction avec d'autres pour créer ce qu'on appelle l'URD, l'Union pour le renouveau démocratique. Et les amis de France m'ont fait confiance pour diriger la Fédération de France de l'URD de 1998 à 2000. Et en 2000, à la veille du deuxième tour, vous vous souvenez des choix de Djibo Ka de vouloir maintenir l'ancien régime, le président Diouf en le soutenant, et il y a eu rupture. Donc nous avons créé... Entre deux tours, oui. Entre deux tours, donc Djibo Ka a choisi de soutenir le président Diouf. Vous vous en souvenez? Et d'autres qui étaient dans l'URD n'ont pas suivi cette démarche, dont moi, en France. Donc nous avons rompu. Et par la suite, nous avons créé le Parti de la Renaissance et de la Citoyenneté, le PRC, que dirige Samba Diouldé Thiam. Et j'ai en charge dans la direction de notre petit parti, les Sénégalais de l'extérieur. Et ainsi donc, l'alternance avec le président Wade est arrivée, que nous avons soutenu, et jusqu'à ce qu'en 2008, Macky Sall, dans les luttes internes au sein du PDS, a choisi de sortir, et nous avons fait des choix lorsqu'il s'est engagé à la conquête du pouvoir, donc de le soutenir. Donc nous faisons partie de la coalition Macky 2012 qui l'ont soutenu donc dès le premier tour, et il a franchi ce cap, et ensuite s'est créé au deuxième tour la coalition Benno Bokk Yakaar. J'ai l'honneur avec d'autres amis d'être à la tête d'une grande organisation de travailleurs sénégalais de l'époque, l'Union des travailleurs sénégalais Action revendicative, qui a été une fer de lance dans la lutte pour le droit des Sénégalais de l'extérieur à pouvoir participer aux élections. C'est ainsi qu'en 1992, à la faveur de la réforme du code électoral consensuel que présidait le président Kéba Mbaye, paix à son âme, et donc il a été consacré le droit de vote des Sénégalais de l'extérieur. Donc en 1993, il y a eu les premières élections à laquelle nous avons participé. On en vient à cette participation des Sénégalais de l'extérieur au vote de cette année qui, pour une fois aussi, a vu la participation massive des Sénégalais. En plus de cela, on leur a permis de se choisir des députés qui vont parler en leur nom à l'Assemblée nationale. De par le passé, on a eu des députés. Maudissi en a été un, Amadou Siré Sall. Qu'est-ce qui ferait la différence entre ces députés-là qui jadis ont parlé au nom des Sénégalais de l'extérieur et ceux de cette année que vous avez élus? Tout à fait. La différence, c'est qu'à l'époque, nous n'étions pas une circonscription électorale comme un département du Sénégal. Un candidat était choisi par une liste nationale, dans une liste nationale par son parti ou par la coalition de son parti. Donc il se retrouvait dans une liste nationale. Si c'est dans un grand parti ou dans une grande coalition,
il a des chances d'être élu en fonction de la position où il est. La différence cette fois-ci, c'est que depuis le référendum du mois de mars 2016, par la volonté de Dieu naturellement et du président Macky Sall, la réforme constitutionnelle a été acquise et qui a permis à ce que la diaspora puisse être transformée dans les lieux où nous habitons en circonscription électorale. Donc c'est les candidats, les partis politiques proposent des candidats, des listes de candidats dans des départements où nous sommes. Donc ce qui fait les 8 circonscriptions à l'étranger. Pour l'Europe, vous le savez, il y a l'Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre dans laquelle figurent la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les autres, et l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc ces 2 entités, chacune avait ses 3 candidats. Ce sont les électeurs qui, par leur vote, peuvent élire ces députés. Donc c'est ça la différence. Avant, c'était une cooptation dans une liste nationale par la volonté d'un parti ou la coalition d'un parti. Là, ce sont toujours les partis qui proposent leurs candidats, mais ce sont en définitive les électeurs qui tranchent et qui décident. Pour rappel, vous êtes suppléant sur la liste Benno Bokk Yakaar qui a aujourd'hui raflé toute la mise, on va le dire, en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, vu la complexité des lois entre les différents pays qui forment ce bloc Europe de l'Est, Europe du Nord, Europe de l'Ouest, la complexité des lois, la complexité des règlements de ces pays-là, vous qui devez parler aujourd'hui au nom des Sénégalais de la diaspora, je pense que les questions qui concernent les Sénégalais de France ne peuvent pas être les mêmes que les questions qui sont traitées en Allemagne, en Angleterre ou en Belgique. Est-ce que les députés que vous nous enverrez aujourd'hui à l'Assemblée nationale seront suffisamment outillés pour parler au nom de ces Sénégalais? Oui, je dois dire d'abord que, vous le rappeliez, il y avait une 60aine de candidats à la candidature en France. Moitié hommes, moitié femmes pratiquement, dont 50 issus de l'Alliance pour la République, notre principal allié, que j'appelle toujours la colonne vertébrale de la coalition Benno. Et plus les autres candidats de l'Europe, toujours dans la coalition Benno. Donc autour d'une centaine. S'il faut choisir 3 titulaires, 3 suppléants, et on vous choisit dedans, vous devez rendre grâce à Dieu et être satisfait, fier et honoré. Je suis honoré d'être choisi parmi ces 6. Donc je remercie le président Macky Sall d'avoir eu confiance en moi. Je remercie également mon ami Samba Diolé Thiam, qui a saisi le président Macky Sall dès le mois de mars en disant que les Sénégalais de France réclament Mamadou Abdoulaye Deme. Si vous le choisissez, moi, je ne sais pas si vous aviez l'intention de me reconduire, mais ça me suffirait largement. Voyez-vous? Et je dirais également, par la même occasion, beaucoup de bastions de l'APR se sont réunis pour dire, oui, Mamadou Abdoulaye Deme est un allié, mais compte tenu de son parcours, nous souhaitons qu'il soit candidat. Et ils se sont exprimés publiquement. J'ai vu également d'autres partis de l'opposition au président Macky Sall, qui sont du PDS, qui sont de Bob Guiskis, qui sont exprimés en France en disant nous voulons avoir des députés du peuple de la diaspora. Mamadou Deme fait partie de cela. S'il est investi quelque part, quelle que soit la liste, nous abandonnerions nos partis pour aller le soutenir. Bon, ça, c'est un honneur extraordinaire et j'en suis fier. Donc, lorsque le président Macky Sall, président de la coalition Benno et les alliés de la coalition ont publié les listes qu'ils ont retenues, et je me suis retrouvé comme premier suppléant de la coalition. J'en suis fier. Et si je n'étais pas choisi, j'avais pris cet engagement, je me rendrais en France aussi pour battre campagne. Maintenant, ça c'est derrière nous. Nos candidats ont été choisis, ont été élus d'une manière satisfaisante par nos compatriotes. Je suis persuadé qu'ils seront capables de défendre les intérêts de la diaspora. Nous serons, nous les suppléants, à leur écoute pour faire remonter et les accompagner et les aider à prendre en charge ces préoccupations qu'ils maîtrisent sans doute, mais ils auront toujours besoin aussi d'un appui, je pense, de tous les Sénégalais qui ont la bonne volonté de les accompagner. Mais vous avez raison, les problèmes sont complexes. Nous avons eu le privilège, dans notre parcours syndical associatif, de vivre un certain nombre de choses, avec toute la modestie requise, de dire oui, nous connaissons ces problèmes.
Mais je pense aussi que mon ami Demba Sow, ma sœur Niba Sen, mon ami Amadi Gadiaga de Belgique seront à la hauteur pour assumer ces responsabilités. Pour préciser ma pensée, on sait qu'un Sénégalais en France a le droit à la double nationalité et les enfants être reconnus comme Sénégalais. Par contre, on n'a pas cette opportunité en Allemagne. Quand un Sénégalais prend la nationalité allemande, automatiquement il perd la nationalité sénégalaise. Alors, on a des problèmes de rapatriement de corps de Sénégalais décédés en France. On a des problèmes de partenariat économique que les jeunes générations, par exemple des Sénégalais qui ont étudié là-bas, ou des transferts de capitaux d'un pays vers le Sénégal. Alors, toutes ces questions-là sont des questions complexes qui varient le règlement varie d'un pays à un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, les députés de la diaspora que vous nous emmenez sont suffisamment outillés, ont eu une formation ou une connaissance générale de ce monde-là? Oui, enfin, vous avez raison. Les problèmes que rencontre la diaspora à travers la France et en Europe sont multiples et que j'ai l'habitude de classer en trois ordres. Des compétences à la fois qui relèvent des seules autorités du Sénégal, le problème d'accueil, les problèmes de papier, de passeport, d'état civil et autres, et de prise en charge, de défense, de protection via nos consuls, nos ambassades. Il y a des problèmes qui relèvent des relations bilatérales entre les États concernés, le Sénégal, la France, le Sénégal, l'Allemagne et les autres. Il y a des relations aussi, des questions qui relèvent des compétences conjointes. Il faut que les deux États se mettent d'accord, n'est-ce pas? Et il y a des compétences qui relèvent des seuls États souverains qui nous accueillent dans le terroir. C'est certain qu'un député de Sénégal de l'extérieur doit avoir beaucoup de connaissances sur ces réalités, sur ces législations dans les pays d'accueil, sur ces complexités de relations diplomatiques. Je pense sincèrement que nos compatriotes qui ont été investis et qui ont été élus maîtrisent globalement ces sujets et au fur et à mesure aussi trouveront l'assistance nécessaire pour mieux être outillés. Je pense que personne ne peut dire que je maîtrise à 100% ces questions, mais leur parcours, en tout cas que je connais un peu, de militants associatifs, d'anciens immigrés qui ont vécu longtemps en Europe, je pense que tout ça permettra qu'ils soient en mesure de représenter dignement les Sénégalais de la diaspora. Monsieur Deng, quand on parle des Sénégalais de la diaspora, il y a eu des Sénégalais établis de longue date qui, ici, pour la plupart aujourd'hui, sont entrés dans les systèmes des États qui les accueillent. On a les néo-migrants, c'est ce qui vient d'arriver. En Allemagne, déjà, on a parlé l'année dernière de plus de 5600 Sénégalais. Le nombre est plus important que ça. On a plus encore en Italie, en France. Aujourd'hui, la démarche du gouvernement sénégalais, c'est de ramener ces Sénégalais-là au pays. Quel est, vous, le regard et qu'est-ce que vous, qui êtes nouveau investi, nouvel élu des Sénégalais de la diaspora, vous pensez de ces questions? Oui, il faut dire d'abord que si les gens partent de leur pays, ce n'est pas de gaieté de cœur. On part pour des raisons essentiellement économiques. On part pour aller rechercher des études. On obtient son diplôme. Suivant les études que vous faites, vous avez une opportunité d'emploi. Vous dites, écoutez, pourquoi pas, je reste. Bien que patriote, je pourrais être intéressé à aller servir mon pays. Si je suis sur un créneau qui n'est pas très porteur aujourd'hui, pourquoi aller chômer? C'est regrettable, parce que j'aurais préféré que nos cadres viennent évidemment servir leur pays. Maintenant, il faut le dire, l'Europe n'a plus besoin de nous, n'a plus besoin de notre émigration d'Afrique noire, il faut le dire. Toutes les législations qui ont été mises en place vont dans ce sens. Si, avec la crise qui s'est développée en Europe depuis les années 73, qui reviennent, si aujourd'hui l'Europe retrouve une croissance certaine, je suis sûr qu'elle ferait appel à des émigrés qui viennent de d'autres continents, de l'Europe de l'Est notamment, et pas de l'Afrique noire. Mais du fait que malheureusement nous sommes encore loin du plein emploi, nous avons une jeunesse qui continue de rêver à l'Eldorado et à l'Europe, et qui viennent par des voies détournées, par des voies difficiles, tragiques parfois. On continue de venir en Italie, en Allemagne, etc., qui parfois sollicitent le droit d'asile,
qui est la plupart des cas refusée et se retrouve dans une situation de clandestinité. L'Europe cherche à trouver des moyens, des accords bilatéraux pour rapatrier ces émigrés indésirables sur leur sol. Il faut féliciter le président Macky Sall qui a toujours refusé, évidemment, de signer ces genres d'accords. Maintenant, quand vous avez des nationaux qui sont dans des pays où on les refuse, vous êtes obligé de prendre en compte ces refus et de protéger vos ressortissants et de trouver des solutions les plus adaptées possibles. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Les élus que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale, je pense que trouveront les moyens de faire entendre cette préoccupation dans l'hémicycle, mais aussi de négocier avec le ministre des Sénégalais des Affaires étrangères en charge des Sénégalais de l'extérieur et la direction des Sénégalais de l'extérieur pour trouver des solutions humaines à ces questions, dans la mesure du possible trouver des solutions de régularisation pour que les gens qui sont déjà partis trouvent les moyens de rester. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est qu'on trouve des moyens d'espérer, des raisons d'espérer de pouvoir rester chez nous. Ce qui veut dire continuer à développer le pays dans tous les domaines, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les petites et moyennes entreprises. Et là aussi, le rôle de la diaspora peut être utile, c'est-à-dire que les moyens que nous avons, les peu de moyens que nous avons, s'ils sont mieux rassemblés, mieux utilisés, ça peut aider aussi à créer des petites et moyennes entreprises dans les terroirs où nous sommes originaires ou dans les régions du Cap-Vert pour que les gens puissent aussi trouver un emploi. Avant de vous soumettre à des impératifs de parti, vous êtes connu dans la diaspora comme par votre liberté de ton et de parole. Vous êtes un Sénégalais qui, pendant plus de 25 ans, vous êtes battu aux côtés des vôtres. Les préoccupations des Sénégalais, c'est surtout leur droit à la retraite, les droits sociaux. L'année dernière, je crois, vous aviez participé avec d'autres Sénégalais à aider le ministère du Travail à voir avec la France une coopération pour les droits des Sénégalais. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier? Très bien, vous avez raison, les préoccupations sont multiples. Vous avez les Sénégalais qui arrivent à l'âge de la retraite, et, parce qu'ils sont partis très jeunes, qui arrivent à l'âge de la retraite et qui sont établis en France. Il y a aussi les pensions de réversion pour les femmes dont leur mari travaille en France et qui malheureusement décèdent. Et toutes ces questions font l'objet de discussions entre les deux États. L'année dernière, vous avez raison de le rappeler, les cadres de l'Alliance pour la République, avec Mariama Diallo, ont pris l'initiative de réunir les Sénégalais pour échanger. Et il devait y avoir la présence du ministre Mansour Sy, ministre de la fonction publique, qui est en charge de ces questions. Malheureusement, cette réunion a coïncidé avec les attentats qui ont eu lieu, qui ont ensanglanté Paris, et il y a eu l'état d'urgence qui a été décrété le même jour. Donc cette réunion a été annulée. Nous nous sommes retrouvés dans un hôtel pour échanger avec le ministre. Et parce que au banquet des négociations, les associations ne sont pas invitées avec la partie française, mais c'est tout à fait une bonne idée, et c'est une première à ma connaissance, depuis plus de 40 ans que je milite dans les associations, qu'on associe en amont les Sénégalais, les associations, les partis, etc., ceux qui sont outillés pour ça, pour échanger. Donc ces négociations continuent et j'espère que nous pourrons obtenir des avancées significatives sur notamment le fait que des Sénégalais qui ont des petites retraites et qui ne peuvent pas obtenir l'allocation de solidarité aux personnes âgées, s'ils ne maintiennent pas leur domicile pendant toute une année civile en France. Ces allocations sont soumises à une condition de résidence. Mais ça touche l'ensemble des étrangers, pas seulement des Sénégalais. Mais chaque pays doit aussi se poser des questions par rapport à ça. Nous avons le problème de la libre circulation. La France dit quand vous avez une carte de séjour de 10 ans, vous ne pouvez pas rester hors du territoire de France plus de 3 années successives. Bon, imaginez quelqu'un qui a fait 40 années sans sa famille, qui vit dans un foyer tout seul. Il arrive à l'âge de la retraite, il vient, s'il va bien, pourquoi quitter sa Casamance ou son Fouladou ou son Fouta ou son Tambacounda pour revenir vivre seul au foyer pour satisfaire un certain nombre d'exigences. Tout ça doit faire l'objet de discussion. Et en tout cas, c'est l'engagement
que nous souhaitons que nos candidats élus prennent en charge aussi sur ces questions. Vos candidats, tout dernièrement, on a été confronté à un problème, une discussion monstre qui avait eu lieu au bureau de vote de Montreuil. L'une de vos candidates, Ndimba Sène, pour ne pas la nommer, Dieynaba Sène, aurait voté alors que aurait été investie sur la liste alors que son nom n'est pas sur la liste des votants. La loi électorale étant claire, elle ne peut pas siéger en tant que députée à l'Assemblée nationale. Comment vous avez vécu cette situation? Oui, d'abord, je salue ma sœur Dieynaba Sène qui a été élue de belle manière comme tous les deux autres candidats de la coalition Benno. Sans rentrer dans des trucs juridiques que je ne maîtrise pas à 100%, et je crois comprendre que l'opposition au soir du scrutin aurait déposé un recours auprès de la DCNA. Et je pense que cette procédure suit son cours et que les instances de notre pays concernées prendront les décisions. Ce que j'en sais, c'est que comme beaucoup d'autres personnes, pas seulement elle, elle a été inscrite, en tout cas moi j'ai vu son récépissé d'inscription en France. Et le directoire de campagne, dans une conférence de presse à laquelle j'ai pris part, a dit aussi formellement qu'elle a été inscrite le 1er février au Muro, sa ville de résidence. Et ensuite, j'ai demandé aux responsables de la coalition au Muro, est-ce que la date où la commission administrative s'est déplacée dans cette localité, est-ce que Mme Dieynaba Sène était bien présente en France? On m'a dit oui, elle était là. J'ai vu sa carte d'électeur entre ses mains. Donc, elle est inscrite, elle a sa carte d'électeur. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi elle ne figure pas sur les listes des inscrits et sur les listes des électeurs. Donc, et ça, elle n'est pas la seule dans cette situation. Beaucoup de Sénégalais, au Sénégal et dans la diaspora, en France y compris, n'ont pas reçu leur carte. Oui, j'entends. Mais je veux dire que lorsqu'elle était dans une position d'être candidate, les cartes n'étaient pas produites, les listes électorales n'étaient pas encore produites. Mais elle a été inscrite et elle vote depuis 1993. Moi, j'ai demandé, pour être sûr de tout ça, à titre personnel, parce que quand je parle de choses, que je parle en connaissance de cause, je lui ai demandé de m'envoyer sa photocopie de pièce d'identité nationale périmée, c'est-à-dire les anciennes, pour être sûr qu'elle n'avait pas perdu ses papiers. Donc, je ne vois pas pour quelle raison que la commission se déplace dans sa ville et qu'elle ne s'inscrive pas alors qu'elle était là et qu'elle est militante. Et comment se fait-il qu'elle se retrouve avec une pièce d'identité, j'imagine, qui n'est pas produite ni à Colobane, ni à Barbès. Donc, il y a quelque part, à mon avis, à mon intime conviction, je pense que c'est une loupée administrative. Sincèrement, je crois que c'est une loupée administrative. Est-ce qu'il faut forcer cette, comment vous l'avez appelé, loupée administrative et la conduire directement à l'Assemblée nationale malgré le blocage institué par la loi? Non, mais ça, c'est la loi, sera dite par les instances concernées. Ce n'est pas moi qui va dire la loi, c'est les juges, notamment du Conseil constitutionnel, j'imagine, par les recours qui ont été introduits par via la DCNA. Et si l'opposition poursuit sa saisine, je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui dira le droit. Et s'il confirme, comme l'a fait la commission nationale qui a proclamé des résultats provisoires, et dans les proclamations des résultats provisoires, les trois candidats d'Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre, leur liste figure bien comme étant élus. Donc, si le Conseil constitutionnel suit évidemment cette position, Mme Ndimba Sène, il n'y a pas de raison qu'elle ne siège pas à l'Assemblée nationale. On va aller sur une question qui fâche au sein de votre coalition Benno Bokk Yakaar, c'est la question de l'argent, les fonds envoyés pour la campagne électorale. Au jour d'aujourd'hui, l'information qui vient de Paris serait que plus de 130 000 € auraient disparu dans la nature. Est-ce qu'entre-temps, vous qui êtes suppléant sur une liste de députés élus, vous qui êtes membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, vous avez une information par rapport à ça? Non, sincèrement, je ne suis pas au courant de ces situations. Et je le dis en toute sincérité, ceux qui connaissent notre parcours associatif, syndical et politique savent que nous faisons
tout en tant que militant. En tant que militant dans le bénévolat. Parce que moi, je ne crois pas à un engagement citoyen où on dit aux Sénégalais, écoutez, on va vous donner de l'argent, ou on va vous donner des moyens de campagne et qui ne sortent pas de cotisation de parti. Maintenant, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup de coalitions qui ont des moyens peuvent aider leur structure. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas au courant ni de l'argent venu, ni de l'argent, sa provenance, ni des moyens utilisés dans sa distribution. L'année dernière, en avril 2016, le président de la République qui était en visite à Paris avait, au cours d'une visite que lui avaient rendue les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar à sa résidence, donné plus de 10 000 euros. Entre-temps, cet argent avait disparu entre le consul, Demba Sow qui était le coordonnateur de l'APR. Ça a fini sur une sortie musclée de Demba Sow accusant le consul général de faire main basse sur l'argent qu'on envoie toujours pour le fonctionnement du Benno en France. Vous qui êtes de la coalition Benno Bokk Yakaar, pourquoi on ne vous entend jamais vous prononcer sur ces questions-là, alors que vous faites partie de ceux qui sont censés pouvoir fonctionner avec ces fonds? Oui, non, mais il y a des informations que vous me donnez. Je dis encore une fois que quand vous êtes préoccupé par le sort des gens qui souffrent, nos compatriotes, les problèmes de papier, les problèmes de racisme, les problèmes de sous-emploi, les personnes âgées, les problèmes des enfants nés en France qui sont confrontés, qui sont assis entre deux cultures, si vraiment c'est ça votre préoccupation, vous ne pouvez pas perdre une seconde avec ces histoires de sous, de dénonciation, etc. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne veux pas nager dans ces eaux. Moi, ce qui m'intéresse, sincèrement, c'est le sort des Sénégalais de la diaspora, c'est le développement économique et social de notre pays, parce que sans développement, nous continuerons d'émigrer. Et je ne veux pas voir la jeunesse de mon pays continuer à aller dans le Sahara et dans les déserts et dans les océans. C'est ça qui m'intéresse. Tous les consulats et ambassades ouest-africaines qui sont à Paris, seuls les consulats sénégalais sont connus comme donnant des laissez-passer pour rapatrier au Sénégal tous ceux qui sont sénégalais sans papier ou qui sont supposés l'être. Aujourd'hui, quelle est votre position en tant que suppléant éventuellement possible député à l'Assemblée nationale par rapport à ces questions-là? Oui, enfin, vous dites futur député, et je disais tout à l'heure, vite dit, bien dit, je souhaite une longue vie et une bonne santé à mes deux titulaires, Demba Sow et Amady Gadiaga. Maintenant, si par la grâce de Dieu et la volonté du président Macky Sall, durant la législature, on les confierait d'autres responsabilités non cumulables avec les fonctions de député ou de mandat de député, c'est avec honneur et plaisir que je serai à l'Assemblée nationale pour continuer leur mission. Cela étant dit, en tant que responsable politique, militant associatif, et à ce titre-là, je dis que ce qui est fréquent, c'est que quand la police française ou européenne interpelle un Africain qui n'a pas de papier, qui ne prouve pas sa nationalité, lequel on ne trouve pas de passeport de nationalité, la police française fait le tour des ambassades pour identification. Il arrive que quelqu'un soit conduit au consulat du Sénégal à Paris, par exemple, dit « moi je ne suis pas sénégalais ». La personne qui a fait l'audition, si elle n'est pas convaincue que cette personne est sénégalaise, en toute logique, doit refuser de délivrer un sauf-conduit pour l'expulsion vers le Sénégal. Maintenant, si la personne retenue dit « moi je suis sénégalais », et reconnaît qu'il est sénégalais, il est extrêmement difficile pour l'administration de notre pays de ne pas délivrer un document qui permet à la personne d'être identifiée. Sur cette question, je pense que tout est à revoir, non pas sur cet aspect, parce que le fond du problème, c'est comment faire en sorte que le Sénégalais ne soit pas conduit à être expulsé. C'est ça le fond.
C'est-à-dire que, je le disais tantôt, c'est comment les autorités de notre pays peuvent-elles négocier avec la partie française pour dire, voilà, les Sénégalais déjà établis en France, qui remplissent un certain nombre de conditions, ben, nous souhaitons que ces personnes soient régularisées et que nous prenions des dispositions et que pour que désormais, que les gens ne partent pas à l'aventure. Parce que de nombreux pays comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme le Mali, comme la petite Gambie, refusent carrément qu'on identifie. Tout à fait. Et quand les gens refusent ces délivrances de documents qui permettent d'être expulsés, soit les gens sont maintenus à un moment donné dans des centres de rétention ou en prison et à un moment donné libérés. Et beaucoup, je pense aussi que notre consulat n'est pas systématique dans la délivrance de ces documents. C'est vraiment quand, c'est ce que je crois comprendre, hein, c'est quand vraiment les gens reconnaissent qu'ils sont sénégalais. Et il faut le dire, auparavant, les Africains ou les Sénégalais, des fois, étaient menottés, y compris dans nos consulats. C'est parce que les gens ont élevé la voix pour dire que c'est inadmissible que les gens soient menottés dans leur territoire. Parce qu'une ambassade ou un consulat, c'est un territoire du Sénégal. C'est après que au moins ces aspects qui sont symboliques mais très forts ont été supprimés. Donc je pense que nos autorités doivent prêter attention à ça pour que ça ne soit pas une question facile d'expulser les gens sans qu'on regarde est-ce qu'ils ne remplissent pas des conditions de séjour. Tout dernièrement, l'opinion nationale et internationale a été heurtée par la situation d'un Africain qui a été arrêté en France et que les fonctionnaires du consulat avaient identifié comme sénégalais, alors que la personne s'était présentée avec une carte nationale d'identité mauritanienne. Il a été passé à tabac par les policiers puisqu'il refusait de monter dans l'avion. Il a été maintenu dans un centre de rétention, notamment à Palaiseau. Il est resté pendant plusieurs semaines, voire mois, au niveau du centre de rétention. Et on avait son avocat avait écrit au consul général du Sénégal et jamais cette personne n'a pu bénéficier de l'assistance consulaire. Est-ce que, à votre niveau, au sein de la coalition Benno, autour du président de la République, autour des institutions, mais aussi en votre casquette de membre de la société civile, association, est-ce qu'il vous arrive de taper sur la table et de demander au consulat, à l'ambassadeur, d'apporter l'assistance consulaire aux Sénégalais qui se trouvent en difficulté? Absolument. Ça, c'est une péripétie gravissime et très, très regrettable. La mission, le rôle d'un consul à l'étranger, ils le savent, c'est de représenter notre pays et de défendre, de porter assistance aux Sénégalais dans leur vécu au quotidien, dans leurs difficultés. Cette présence doit être permanente, 24 heures sur 24, dans la mesure des moyens, dans le respect, c'est vrai, des règles des pays d'accueil, mais c'est leur devoir et c'est leur mission. Et nous n'avons de cesse, en tant qu'association, en tant que parti, en tant que citoyen, de le dire. Dans les émissions, dans les débats que j'ai eus, je rappelle toujours cette anecdote du feu général Amadou Belali, qui était notre ambassadeur au Gabon. Un jour, un Sénégalais du Gabon est venu le trouver dans son bureau, lui dit « Excellence, un policier gabonais a déchiré mes papiers au marché ». Il est sorti de son bureau, il l'a conduit jusqu'au marché, il a trouvé le policier, il a dit « c'est vous qui avez déchiré les papiers de mon pays, le Sénégal ». Il lui a giflé. Et je ne demande pas, je le dis, je ne demande pas au consul de nos pays dans la diaspora, à l'étranger, de gifler des fonctionnaires de police des pays d'accueil, mais c'est de montrer qu'ils sont là pour défendre les intérêts du Sénégal. Voilà. Donc j'en appelle encore une fois à notre consul de Paris et aux autres vraiment d'être à la hauteur de leur mission. Et notre ministre des Affaires étrangères, la direction des Sénégal de l'extérieur, c'est leur rôle de rappeler en permanence et de donner courage et confiance à nos consuls, de les épauler pour la prise en charge de nos compatriotes dans les pays d'accueil. La défense des intérêts des Sénégalais de l'extérieur, le rapprochement avec des populations établies depuis de longues dates, va nous amener à la question du rapatriement des Sénégalais décédés malheureusement à l'étranger. Tout dernièrement, l'actualité a aussi été marquée par le décès d'un Sénégalais, Michel Diatta. Pendant plus de 4 mois, son corps est resté dans les morgues. Le consulat n'avait rien fait pour aider au rapatriement, bien qu'on ait dit à plusieurs reprises que le consulat dispose de moyens pour pouvoir venir en aide aux personnes décédées et qui n'avaient pas les moyens d'être rapatriées.
En ce moment, en son temps, on avait essayé de nous approcher du service du consulat. On nous avait fait comprendre que l'assistante sociale qui s'occupait de ces questions était en congé. Il a fallu une révolte interne pour que des Sénégalais, des citoyens sénégalais établis en France se cotisent pour parvenir à rapatrier ce corps-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, ces questions-là vont faire partie des cahiers de charges que les nouveaux députés vont pouvoir présenter à l'Assemblée nationale et au président de la République? En tout cas, bon, il faut le dire, malheureusement, c'est la vie. Beaucoup, compte tenu aussi de l'âge de plus en plus élevé de nos compatriotes, beaucoup décèdent. Il est fréquent que pratiquement chaque vol Air France ou Corsair qui atterrit, ou d'autres compagnies, viennent à leur bord avec des corps qui reviennent. Ça, c'est pratiquement tous les jours, malheureusement. Beaucoup de Sénégalais sont organisés. Ceux qui viennent des régions de l'intérieur du pays sont souvent organisés dans des associations de village qui prennent en charge ces questions de rapatriement. Par contre, nous avons beaucoup de compatriotes qui sont isolés, qui ne sont pas organisés. Donc, je pense qu'il faut d'une part faire un appel à ces compatriotes de prendre des dispositions pour s'organiser par rapport à ça. Mais notre pays doit offrir une possibilité en mettant en place soit des structures d'assurance comme le font les Marocains ou les gens du Maghreb en général, pour permettre aux individualités d'y adhérer. Ça doit faire l'objet, je pense, nous en avons discuté, de propositions de nos candidats, pour que vraiment qu'on n'attende pas qu'il y ait un drame et qu'on ait un corps qui attend quelque part dans une morgue des semaines, des mois. C'est à la fois dur, doublement dur pour les proches. Mais d'abord, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Quand on va à l'étranger, comme ici au Sénégal, ce sont les familles qui organisent les obsèques. Ce n'est pas l'État qui organise les obsèques des citoyens. Même si on est dans la diaspora, c'est vrai qu'il y a ce facteur particulier d'être loin du territoire national, ça ne nous offre pas plus de droits que les autres. Ça aussi, moi je tiens à la justice et à l'équité entre tous les citoyens, parce que ce sont des fonds publics. Qu'un Sénégalais décédé à Fongolémi n'a pas les fonds publics pour son enterrement. Le Sénégalais décédé à l'extérieur également n'a pas les fonds publics. Mais il y a l'assistance dans des situations particulières. Par contre, l'État, compte tenu de l'éloignement, puisqu'il faut des billets d'avion, ce n'est pas la même chose qu'ici, l'État doit créer les conditions pour mettre en place des mutuelles, des assurances de rapatriement pour les familles qui souhaitent que leurs proches décédés soient rapatriés au Sénégal. On va faire une grande transition, retourner à l'élection du 30 juillet dernier. Si la coalition Benno Bokk Yakaar a crié victoire, de l'autre camp, on a crié au fiasco. D'abord, c'est les conditions exécrables de l'organisation de l'élection qui ont été décriées. Vous qui avez été au cœur de ce système-là, au système Benno Bokk Yakaar, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Je dois dire d'abord que nous, lorsque nous nous battions pour le droit de vote des Sénégalais de l'extérieur, c'est vrai, c'est un droit. Personne n'avait mesuré l'impact organisationnel et financier des élections à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, quand nous votons, on vote dans des écoles publiques. On n'a pas besoin de louer des salles. Alors que à l'extérieur de notre pays, les autorités des pays d'accueil impose qu'on organise nos élections dans nos consulats, dans nos ambassades, qui sont des territoires du pays. Et compte tenu du nombre important de Sénégalais en France, nous ne pouvons pas voter dans les locaux du consulat. Et nous avons quelques consulats à travers la France. Celui de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Marseille. Nous avons des bureaux à Lille, à Strasbourg. Tous les autres Sénégalais votent à Paris. C'est pour cela que nous avons obtenu depuis 1993 des autorités, quand je dis nous, c'est-à-dire notre pays a obtenu des autorités françaises, une dérogation en louant des locaux à l'extérieur du consulat. D'abord à Saint-Denis, maintenant à Montreuil. Là, le palais de congrès de Montreuil ne peut pas accueillir tous les Sénégalais inscrits sur les listes électorales. Et même le nombre qui est venu important, mais qui n'atteint pas la moitié du corps électoral, ne pouvait pas absorber facilement tous les gens qui sont rendus aux urnes ce jour-là.
Et il y avait 4 files d'attente. Il fallait une file d'attente pour accéder aux locaux, une autre file d'attente pour aller retirer sa carte d'électeur si vous ne l'aviez pas, une autre file d'attente pour aller prendre son bulletin sur les 47, et ensuite une dernière file d'attente pour aller à son bureau de vote. C'était difficile pour les personnes âgées et pour des femmes enceintes. Moi, j'ai vu des femmes tomber ce jour-là, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Certains venaient de Beauvais, d'autres d'Orléans et d'autres d'ailleurs. Des femmes enceintes qui étaient là par devoir citoyen parce que les élections les tenaient à cœur. Donc, je dis 2 choses là-dessus. Premièrement, j'encourage vivement les autorités diplomatiques de notre pays à négocier avec la France pour obtenir la décentralisation des lieux de vote en France, notamment en région Île-de-France. Je pense à des endroits comme Orléans, le Grand Centre, comme les Yvelines, où il y a beaucoup de Sénégalais concentrés, ou en Picardie également. Donc ça, si nous l'obtenons, ça va désengorger. Deuxième aspect, il faut une organisation plus parfaite des élections. Ça a été chaotique, il faut le dire. Beaucoup n'ont pas eu leur carte. Si nous avions une organisation meilleure que celle-là, je vous dis que nous aurions obtenu plus de résultats. Parce que nous avons vu beaucoup de nos militants, beaucoup de nos sympathisants venir voter pour la coalition Benno, sans doute pour les autres aussi, qui sont retournés sans voter. Et ça, c'était pas bon. C'est pas bon. Je pense qu'il faut en tirer les enseignements pour qu'aux prochaines consultations, que tous les Sénégalais puissent avoir la possibilité d'exercer leurs droits citoyens. Monsieur Mamadou Abdoulaye Dème, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre accueil infiniment et je vous souhaite beaucoup de courage et plein succès dans ce que vous entreprenez. Merci.